La data est devenue le nouvel or noir. Nous en parlons beaucoup pour l'IA, mais ce n'est pas son seul but. Ces fameuses data sont aussi là pour donner un ensemble d'indicateurs parfaits pour gérer une entreprise, un projet ou une équipe. Mais, sans se mentir, la grande majorité de ces données dorment sans être correctement utilisées. Elles s'empilent en changeant avec le temps de format ou d'hébergement, mais surtout, elles prennent la poussière. Mais alors, comment avoir une donnée utile et utilisable ? Comment garantir son usage dans le temps ? Et surtout, ne produirions-nous pas trop de data ? Pour répondre à ces questions données, je ne reçois pas Ken Block, mais il s'y connaît en dérapage. Samy, bonjour. Bonjour. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Samy, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Bien sûr. Je m'appelle Samy Tellier, je suis software engineer. Je bossais dans la finance il y a encore un an et quelques. Et j'ai récemment bougé de ma dernière boîte pour me lancer dans la data. Ok. La data, c'est effectivement un sujet qui est assez présent au sein de la finance. Tu étais sur des finances de marché, t'étais sur... J'étais sur plutôt une banque, une néobanque. Ok. Donc finance simple de je paye mes factures et je reçois mes factures. Mais qui, cela dit, génère beaucoup de données. Oui. Bon, alors, je ne sais pas si on peut encore se poser la question aujourd'hui, mais moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait des débats autour des données qu'on donnait en fait à Google et autres de manière plus ou moins volontaire. Et j'essayais d'expliquer aux gens, en fait, de poser la question, est-ce que tu crois que c'est Google ou ta banque qui te connaît le mieux ? Parce qu'en fait, ta banque, elle sait énormément de choses sur toi, à travers de tout l'usage que tu fais avec ta carte, parce qu'ils voient quand même tout ce que tu achètes, où tu achètes et comment tu achètes. Et ils voient tous les salaires qui rentrent et compagnie, donc ils savent quand même beaucoup de choses. Et donc en fait, on n'imagine pas le nombre d'informations qu'on peut extraire des informations qu'on a. Et c'est vrai que les banques, en fait, ont un volume d'informations qui est hyper personnel, qui est très important, et qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses sur les gens. Tu étais sur ces sujets-là, un peu de gestion de la donnée au sein de la banque ou non mais c'est marrant, ça fait penser un peu comme les cartes de fidélité. Tu vois, quand tu as une carte de fidélité exactement. Carrefour, en fait, Carrefour c'est exactement qui tu es. Et en effet, quand tu as une carte bancaire, la banque elle sait exactement qui tu es. Avec les données qu'on avait, donc moi je bossais chez Libéo. En fait là c'est pas des données personnelles, c'est des données d'entreprise parce que les utilisateurs c'est B2B. Mais du coup tu sais pas mal de choses. Et tu peux même avoir accès à des informations de type un prestataire il vend à 2 clients à des prix différents. Et ça, pour le coup, ça faisait flipper pas mal de gens à venir sur des SaaS qui agrégeaient toutes les factures. Après, en données privées, perso, on n'avait pas ça. Et même les transactions financières, si tu as juste la transaction financière, c'est pas évident. Va falloir aller la compléter avec d'autres données pour savoir à qui tu as payé, etc. Ouais. Après, quand tu as toutes les factures, là, c'est sûr que... Oui, il y a beaucoup de données. Ouais, j'imagine. Donc du coup, c'est cette expérience autour de ces données-là qui t'a donné envie d'aller créer DataDrift. Qu'est-ce que tu as constaté en fait alors chez Libéo ou chez d'autres, dans tout ce que tu as pu faire avant. Il ne s'agit pas de les blâmer ou de les accuser eux. Mais ça a été quoi ton déclic autour de la data ? Chez Libéo, il y a un moment où je me suis beaucoup rapproché de la data parce qu'on a de plus en plus de besoins d'analytics dans la boîte. Alors là, c'est la data. C'était pas tant c'était quoi les volumes des factures, etc. C'était des données d'usage, des données de croissance de la boîte, d'acquisition utilisateur, le churn, le CAC, le churn, etc. Donc c'est tous les KPI business de la boîte qui sont du coup calculés par cette équipe data. Et en fait, cette équipe data, vu qu'elle dépend aussi à un moment des données qui sont dans le produit, donc de la base de données, de la prod,
C'est à ce moment-là que j'étais amené à interagir avec cette équipe-là. Et du coup, les premières fois que j'ai interagi, tu vois, quand tu es software développeur, combien de fois tu as fait un truncate table ou un dump table consciemment, en prod? Tu fais jamais ça. Et du coup, moi, j'avais aucune notion de ce que c'était que le data engineering, mais en fait, le data engineering, c'est des bouchées. Enfin, c'est que des anti-patterns du software engineering. Et du coup, j'ai réalisé à quel point j'y connaissais rien et que mes inputs auraient été pas forcément pertinents pour cette équipe-là. Mais il y avait quand même un souci qui était ultra fréquent et en le voyant, je me suis dit que c'était forcément soluble comme problème. Et en parlant à d'autres boîtes aussi qui avaient le même problème, je me suis dit qu'on n'était pas les seuls. Et ce problème, c'est vu que tu tronques tes tables, vu qu'en fait, dès que tu fais tourner ta pipeline, tout ton warehouse, tu l'enlèves et tu le reconstruis à peu près toutes les nuits, et t'as des petites différences qui vont venir s'introduire dans des chiffres qui étaient déjà présents. Et ça, en fait, ça donnait énormément de taf à la team data et aussi du coup à la team software engineering, parce que fallait aller bridger, fallait expliquer pourquoi chiffre d'affaires de 2023 il est passé de 900 à 850. Et du coup j'ai pas mal bossé là-dessus chez Libéo et c'est à ce moment-là que je me suis dit pourquoi pas y dédier entièrement mon temps et me concentrer que là-dessus. Mais du coup, d'où vient cette pratique de drop toutes les données toutes les nuits pour les rebuild à chaque fois? Tu vois, à quel moment ça a été considéré comme étant la chose à faire? Le bon pattern. Ouais. Je sais pas. Alors, je pense d'intuition. Je suis pas très fort en histoire du data engineering. Essaie de rester proche du micro. D'intuition, je pense que le data engineering, c'est au début des tuyaux et beaucoup de requêtes SQL. Et en fait, le seul moyen de t'assurer que ta donnée est cohérente, dès que tu changes une requête SQL, et surtout vu que tu peux le faire, c'est de détruire tout et de reconstruire tout. Donc je pense que à partir de là, ça devient la pratique, quoi. Ouais. Tu vas pas chercher à optimiser et à faire le bon calcul. En fait, ça coûte tellement peu cher le calcul aussi dans l'infra que autant tout supprimer et tout refaire parce que tu t'assureras de pas avoir de bugs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de modifications dans les indicateurs qui vont calculer, des données disponibles, c'est-à-dire qu'ils refont en fait la base de leur calcul en permanence, et que du coup, il y a un moment où tu te dis c'est plus simple de tout supprimer et de reconstruire, plutôt que d'aller altérer un ensemble de données existants. C'est ça un peu le... C'est ça, parce que, tu vois, je pense que quand tu viens regarder une valeur dans une des tables de ton warehouse, c'est super compliqué déjà de comprendre d'où vient cette valeur. Si en plus tu te dis, alors cette valeur elle a été calculée avec la version d'aujourd'hui du SQL ou la version d'hier du SQL, là en fait tu t'en sors pas, tu t'arraches les cheveux, quoi. Donc je pense qu'en fait c'est le seul moyen de pouvoir débugger, de comprendre ce que tu as dans ton warehouse, c'est de la supprimer et de la recréer à chaque fois. Ok. Quand tu dis si c'était fait avec le SQL d'hier ou d'avant-hier, on parle de version du serveur SQL ou juste tes requêtes qui changent en permanence? Non, tes requêtes qui changent. Ok. Et déjà, cette requête qui change, le fait de versionner la requête SQL, c'est réservé à une élite. À de plus en plus grande élite, mais à une élite qui met son SQL dans un repo. Mais si tu utilises Tableau ou si tu utilises d'autres outils de création de dashboard, le SQL, tu as des éditeurs de code, enfin de SQL, à l'intérieur de l'outil. Et là, c'est un peu comme Google Doc, quoi. Ils implémentent un petit peu des features pour savoir qui a touché le fichier en dernier et est-ce que je peux revenir à la version d'hier. Mais il n'y a pas de versionning, il n'y a pas de CI, il n'y a pas de CD. Et du coup, voilà, il faut s'imaginer que c'est juste plein de requêtes SQL, que tout le monde change un peu de son côté. Et puis des fois, ça retourne. Et puis le fait de versionner tout ça, c'est l'avènement de DBT notamment, qui a donné un framework pour que tu puisses venir mettre ton SQL dans un repo. Et après, lui, il va s'occuper de le prendre et de le faire tourner aux bons endroits au bon moment sur ton warehouse. Je sais pas si j'ai besoin de faire une grosse intro sur DBT, mais avant ça, la relecture de SQL, la relecture de code, en fait, était inexistante dans les équipes data, quoi.
Ce qui est surprenant, c'est que, encore une fois, là, on ne parle pas de data pour l'IA, donc qui est un domaine effectivement assez récent. On parle vraiment de data pour la création d'analytics, de KPI pour une entreprise de pilotage, qui ne semble pas être un métier forcément hyper récent. Les opérateurs télécoms, ça fait 30 ans qu'ils calculent leur churn pour voir un peu leurs clients qui ont des chances de disparaître et compagnie. Ce que tu décris, pour moi, ça ressemblerait à des métiers qui sont en train de se structurer, qui sont un petit peu naissants et compagnie. Mais tu vois, je pensais vraiment que ces métiers-là étaient quand même déjà un peu plus structurés depuis un peu plus longtemps. Ouais. Alors après, ce qui change aussi, c'est que tes données, tu vois, les télécoms, en fait, c'est leurs données de chez eux. Donc je pense que c'était les software engineers qui recrutaient des datas, et puis c'était les datas qui s'occupaient de faire les dashboards. Et en fait, vu que maintenant, tu dois aller récupérer la donnée de chez Stripe, chez Salesforce, chez un peu tout ton écosystème, c'est là que le data engineering, c'est beaucoup plus que juste du SQL, en fait. C'est que tu dois t'intégrer avec la donnée de l'extérieur, et ça bouge beaucoup. Ça commence à se stabiliser, maintenant, ça s'est standardisé, et par ailleurs, la plupart des grosses boîtes, ils mettent à disposition, ils vendent les datas qu'ils ont chez eux, pour que tu puisses les intégrer, toi, chez toi, dans ton warehouse, directement sans avoir affaire à des API, etc. Ouais. Ça devient un produit, en fait. Je comprends je comprends. Je vois, de mon point de vue de dev, et je pense que les gens qui nous écoutent, c'est le cas aussi, on perçoit bien le problème, déjà de la pratique de dump all pour rebuild à chaque fois. On se dit que c'est effectivement pas top, on peut faire mieux. Le fait de ne pas avoir de versionning de ces requêtes SQL, alors qu'elles sont quand même relativement critiques, ça paraît effectivement assez fou. Tu nous as cité une techno similaire à un Google Doc, ce qui est pas un super exemple pour nous en tant que dev sur cette gestion de qui a fait quoi. Bref, mais j'ai encore un peu de mal à comprendre le risque sur un aspect intégrité de la donnée ou sur un aspect, sur le côté très la valeur de la donnée, ce que ça peut avoir comme risque, de dump all et de rebuild à chaque fois, au-delà de la consommation de ressources non nécessaires. C'est quoi le risque en fait dans tes indicateurs ? En soi, il n'y en a pas tant que ça. C'était plutôt pour illustrer à quel point le software engineering et le data engineering, c'est deux mondes qui n'ont pas les mêmes pratiques. Après, le dump all, tout n'est pas en dump all. Tu as des façons aussi d'amener la donnée pour du append, jamais supprimer, jamais réécrire. Tu as ces patterns qui existent aussi. Mais le par défaut, supprimer et recalculer, en fait, ça rend ta donnée mutable. Et le risque, c'est ça, c'est que en fait, une data qu'un data consumer sur un dashboard, il va regarder. Lui, il ne sait pas que cette donnée est mutable, et en plus, si c'est une donnée du mois dernier, un calcul sur le chiffre d'affaires 2023, intuitivement, il ne va pas se dire ça va bouger. Et alors que, en fait, ça va bouger, et ça peut bouger. Et du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai introduit le principe tout de suite de il faut éduquer les data consumers sur le fait que la donnée, elle est probablement instable. Et aussi, il faut éduquer sur le fait que dès que tu calcules une donnée, il faut que tu choisisses entre avoir une donnée qui bouge plus jamais, donc tu la réécris pas, ou une donnée qui bouge tous les jours, qui est réécrite et qui sera du coup précise. Mais quand tu as un truc qui bouge pas, elle est forcément fausse, cette data. Enfin, forcément. Dans beaucoup de cas, elle sera fausse. Et si tu veux qu'elle soit vraie, en fait, tu es obligé de la muter tout le temps. Et du coup, il y a un peu comme dans Software Engineering, dans Software Engineering, t'as le scope de ta feature, la vitesse et la qualité, et tu peux pas avoir les trois en même temps. Tu es obligé de choisir, soit je coupe dans le scope, soit je le fais lentement et j'ai tout, soit je le fais vite, je fais tout le scope, par contre il y aura des bugs. Et dans la data, t'as le même triangle de soit la donnée je l'ai tout de suite, je veux avoir la donnée tout de suite, je veux que la donnée bouge plus jamais, et je veux que la donnée soit exacte et représente la réalité. Et en fait, tu peux pas avoir le chiffre d'affaires de 2023 le 1er janvier. Et l'avoir stable et exact. Soit tu l'as le 6 juin, et du coup, là, il y a une grande chance qu'elle bouge plus à partir du 6 juin et qu'elle soit exacte, mais tu auras attendu 6 mois.
soit tu l'as tout de suite, mais du coup, ça va bouger de jour en jour. Ça va bouger de jour en jour. Ouais. Et du coup, parce qu'il y a effectivement tu vois, c'est des questions un petit peu similaires qu'on peut se poser. Si j'essaie de faire une analogie dans le monde de la tech, quand on se pose par exemple la question de la création de backup, où tu te dis en fait, ok, je veux faire un backup, est-ce que je fais un backup toutes les heures, tous les jours, tous les mois ou toutes les semaines? En fait, la question que tu te poses de manière très pragmatique, c'est combien de temps de travail je peux perdre versus ce que ça me coûte. C'est-à-dire que si ça me coûte 4 000 euros de faire un backup, est-ce que je produis 4 000 euros de valeur en une journée, en une semaine ou en un mois? Et auquel cas, tu vois, tu jauges comme ça en te disant, ok, du coup, je fais 4 000 euros par jour, tant mieux pour moi. Du coup, il vaut mieux que je fasse un backup tous les jours pour éviter de perdre ces 4 000 euros. Ou tous les 2 jours. Est-ce que du coup, il n'y a pas déjà ces mécaniques-là de se dire, ok, là, dans ce cas-là, j'ai besoin d'une donnée précise, j'ai besoin d'une donnée rapide. Tu vois, il y a toujours aussi moi, j'ai eu l'occasion de créer quelques dashboards sur quelques outils que j'ai pu mettre en place dans ma carrière. Il y a toujours cette question de se dire, est-ce que tu as besoin de la donnée à l'instant T ou est-ce que tu as besoin d'une donnée sur le mois qui s'est écoulé ou ce genre de choses? Ouais. En fait, ça va être... c'est là le job de data engineer et data analyst, ou de analytic engineer, c'est un terme qui a été inventé par DBT. En fait, il faut se poser la question à chaque fois. Et c'est ça que un peu tu as la flemme de faire. C'est comme la gestion des erreurs quand tu es software engineer. Tu vas se trouver une erreur, il faut que tu la... Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu l'envoies à l'utilisateur? Est-ce que tu l'attrapes avant? Il n'y a pas de solution magique sur qu'est-ce que tu fais d'une erreur. Tu dois bosser dessus. Mais le par défaut, c'est de pas trop y faire attention et puis on verra bien où est-ce que ça va. Et du coup, tu mets Sentry, tu mets Datadog, et même si tu gères très mal tes erreurs, tu vas finir par t'en sortir et aller retrouver, quoi. Et dans la data, c'est pareil, t'as une métrique, tu te dis, bon, on veut savoir c'est quoi le chiffre d'affaires. Tu vas faire ton calcul chiffre d'affaires, mais tu vas pas te poser la question de est-ce que tu veux ton cut-off, est-ce que tu veux un estimate, est-ce qu'elle est moving jusqu'à une certaine date. En fait, tous ces trucs-là, tu te poses ces questions seulement après. En deuxième, c'est un peu une deuxième étape. D'abord, tu calcules un chiffre, puis ensuite, tu te poses des questions sur à quel point ce chiffre doit être précis. Mais il n'y a pas Datadog, il n'y a pas Sentry. Donc en fait, ta première implémentation naïve de ton KPI, il va y avoir tous les bugs. Et du coup, quand ça bouge, ce qui se passe aujourd'hui, dans la plupart des cas que je vois, c'est même pas les data qui voient que ça bouge, c'est les consommateurs qui disent « Là, ça a bougé beaucoup quand même. Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est la vraie donnée ?» Et du coup, là, les équipes data sont obligées de se poser la question eux-mêmes de savoir est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est la donnée exacte, c'est normal que ce soit ça. Et voilà. Parce que du coup, donc, ce mouvement de la donnée, si on reprend cet exemple du chiffre d'affaires, en fait, c'est qu'effectivement, le fait de tout supprimer à chaque fois pour reconstruire, tu reconstruis en fait avec des valeurs différentes que ce que tu avais la veille, et donc tu vois une donnée qui bouge. Mais est-ce que ce mouvement est forcément mauvais? Parce qu'en fait, il est aussi une représentation de la réalité, c'est-à-dire que ton chiffre d'affaires, effectivement, à mesure que tu le calcules, que tu l'affines, que tu as des nouvelles factures qui rentrent ou qui sortent, en fait, ton chiffre s'ajuste sur une réalité. Donc c'est normal, au final, de le voir bouger. Ouais, carrément. Et en vrai, la nouvelle facture qui arrive et qui repart, enfin qui arrive, ça c'est normal, mais t'as des cas plus pernicieux de type l'utilisateur en fait il a pas payé en septembre parce qu'on lui a offert un mois, mais ça on décide qu'en février. Ou bien je bosse dans une boîte je vends des devs et en fait mon développeur il était pas staffé cette semaine-là, je l'ai pas vu, c'était pas bon dans l'Excel et du coup pareil je dois mettre à jour. Et le truc quand évidemment en fait t'as envie de donner la donnée la plus précise à ton utilisateur. Le problème c'est que dès que tu introduis de la mutabilité, et tu casses la confiance dans la data. Et en fait la confiance c'est clé, c'est ça qui fait perdre le plus de temps au data engineer ou au data team. C'est que je vais dire 9 fois sur 10, mais ça se trouve c'est complètement faux. 9 fois sur 10 ils vérifient que la donnée est bonne. Parce qu'on leur a demandé de vérifier que la donnée est bonne. Et en fait, c'est l'introduction de ce changement qui va amener toujours... La première hypothèse, c'est « Ah, ils ont fait une connerie qui te fait perdre du temps. » Et du coup, tu as envie de t'abstraire de ce truc-là. Et du coup, tu finis par dire « Ok, on met des données fausses, mais stables, parce que les gens, ils arrêteront de poser des questions. »
Et parce que moi, au moins, je peux l'expliquer en plus. Ouais. Et donc, ça veut dire que du coup, tu changes la manière dont les données sont calculées. Quand tu dis que la donnée est fausse, elle n'est pas fausse dans le sens c'est complètement à l'ouest, c'est juste qu'elle n'est pas forcément en temps réel. C'est ça un peu l'idée? Elle est... tu vas avoir ton dashboard avec chiffre d'affaires 2023, puis tu as un comptable qui va venir, il va refaire ses calculs, il va pas trouver le même. Et tu le sais qu'il va pas trouver le même, mais toi, tu vas lui dire, ouais, mais moi, en fait, j'ai fait mon cut-off à tel... au 1er mars, on a calculé au 1er mars, et c'est cette donnée qu'on va utiliser dans les dashboards. Ok. En espérant que la proportion de l'erreur soit suffisamment faible pour être acceptable, en fait. C'est un peu Exactement. ça l'idée. Est-ce que du coup, la correction, elle passe par une nouvelle façon de travailler pour les data engineers, ou est-ce que ça passe par un outil ou par des nouvelles façons, des types de requêtes? Enfin, tu vois, c'est quoi un peu l'option? Ce qu'on a vu, t'as des data qui s'amusent du coup à calculer la version de leur chiffre d'affaires, mais toutes les semaines, et de voir comment ce chiffre se comporte. Et en fait, ils calculent des cohortes sur leur propre KPI pour essayer de prévoir que, à la fin du mois, à J+3, ils vont avoir un chiffre qui sera à 5% proche de la réalité parce qu'ils vont le recalculer à J+30. Et du coup, ils savent que ça bouge de 5%. Parce qu'ils voient que dans l'historique, sur les 12 derniers mois, ça a bougé d'environ 3%, donc ils savent que... C'est leur premier calcul, leur deuxième calcul, c'est qu'ils bougeaient comme ça. Et du coup, les gars, ils y passent des semaines, mais ils implémentent ça par-dessus leur stack, ils implémentent des espèces de méta KPI sur comment la KPI bouge. Donc t'as ce truc-là, t'as Airbnb et probablement d'autres qui, eux, prennent un snapshot de tout leur data warehouse tous les jours. Et du coup, si jamais ils veulent implémenter... alors comment se comporte mon KPI à J+1, J+2, J+10 ils peuvent le faire. Mais du coup, ça demande une infra de ouf. Oui, parce qu'en fait, tu utilises chacun de tes snapshots comme une base de données à part, et du coup, tu compares l'évolution d'un chiffre dans tes différents snapshots, c'est ça? Ouais, alors, je crois pas qu'ils s'en servent comme ça. Ce que je sais, c'est que dès qu'ils font une analyse, par exemple, un business analyst, on lui demande de dire c'est quoi la performance en France. En fait, quand il va faire son analyse, il va dire ok, moi j'ai pris le warehouse de telle date. Okay. Du coup, les chiffres que je vais sortir, c'est de telle date. Pour pas qu'en réunion, ils se disent non mais attends, moi j'avais pas ce nombre de locations en janvier, quoi. Donc je sais qu'ils s'en servent pour ça, pour à la fin pouvoir générer des chiffres où tu peux avoir de la confiance parce que t'as pas ces petites questions de variabilité. Et moi, à leur place, je ferais aussi des chiffres de savoir... je sais que c'est plus un truc de CFO, de dire, en fait, j'ai envie de savoir c'était quoi mon vrai chiffre d'affaires à la fin du mois. Genre, je suis Le Bon Coin, j'ai eu 100 000 balles de commandes. Je sais et je sais qu'en fait, à mois plus 1, j'ai 95. Parce que je sais que j'ai 5% de gens qui ont annulé ou qui ont demandé un remboursement. Et en fait, ce chiffre-là, ils veulent le calculer. Et donc, du coup, cette approche de snapshot, en fait, elle te donne effectivement une espèce de péremption d'informations. C'est-à-dire que tu dis, OK, j'ai fait mon extract qui prend telle information jusqu'à telle date, donc tu sais que potentiellement un mois après, une semaine après, en fonction de la type de données, ce sera plus valide. Mais au-delà de cette résolution-là, ça t'apporte pas de protection sur la qualité de la donnée ou la qualité de l'export t'es pas certain pour autant que la donnée que tu produis, elle est juste. Elle est juste à un instant T, au final. Déjà, en fait, non, tu vas pas pouvoir garantir qu'elle est juste. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est dire je sais qu'elle a bougé de temps. Et en fait, c'est ça que tu suis. Tu te dis, ok, mon KPI, en effet, il bouge un petit peu de 0,1% tous les jours, mais il bouge que de 0,1% tous les jours. Et si jamais le CEO vient me voir et qu'il dit pourquoi le taux de conversion il a changé, je sais ce qui s'est passé de jour en jour avec mon snapshot. Et si jamais il y a un jour où il ne bouge pas de 0,1 mais de 0,4, et là, avec l'intuition et la connaissance du data engineer, il va aller regarder si c'est pas passé un truc bizarre ce jour-là. Mais après, il pourra être garant que ça bouge de manière normale parce que c'est naturel que ce chiffre-là bouge. Et le dire avec conviction à son CEO sans devoir refaire tous les calculs, quoi. Mais du coup, ça reste un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher snapshot après snapshot
ce qui s'est passé, les différentes évolutions, et détecter de manière humaine que là, il y a une évolution qui est trop importante et qu'a priori, il y avait un bug, et après aller chercher le bug d'où ça vient. Donc c'est un travail de fourmi, en fait. Ouais, carrément. Mais déjà, mettre en place un snapshot de ton KPI, c'est un taf supplémentaire que personne ne va te demander de faire, et à part les data teams qui ont vraiment envie de qualité, vont investir du temps là-dedans, les autres ne le feront pas. Et ce qui manque par-dessus ça, c'est... t'as envie de pouvoir écrire des tests, en fait. T'as envie de pouvoir dire, mon KPI, il bouge de 0,1% tous les jours ou toutes les semaines quand je le calcule, et c'est OK. Par contre, si jamais il bouge de 0,2%, je veux une alerte. Et ça, pour le coup, dans la data observabilité, dans les outils qui existent, t'as deux gros outils, Metaplane et Monte Carlo, Metaplane qui est open source, qui vont se brancher sur ton warehouse, qui vont essayer de détecter un maximum de problèmes. Donc c'est très approche à Datadog. Mais si à la base, t'as pas snapshoté ton KPI, en fait, ils vont pas pouvoir détecter des mouvements de données historiques, si tu l'as pas historisé. Donc eux, ils sont capables de dire, d'habitude, tu ingères 1000 lignes par jour, là, tu en as ingéré 2000, donc peut-être que tu as un problème de doublon, ou là, tu en as ingéré 0, donc peut-être que Carrefour Paris, t'as pas envoyé les données. Mais si jamais tu veux tester que ton KPI n'explose pas, ton même KPI que tu recalcules, ces outils, pour l'instant, ne permettent pas de faire ça. Même quand ils sont eux-mêmes en place depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, ils n'ont pas de capacité du coup à utiliser leur historique à eux. Je comprends qu'ils puissent pas arriver, prendre ton historique, pardon. Ils peuvent pas prendre l'historique en arrivant parce que si tu l'as pas, tu l'as pas. Parce que tout le monde n'a pas cette politique comme Airbnb de faire des snapshots, mais eux, ils n'ont pas cette logique de petit à petit agréger de l'information sur la data, donc agréger de la data sur la data pour réussir à donner des indicateurs. Ça veut dire qu'ils deviendraient eux-mêmes data warehouse, en fait. Et du coup, à ma connaissance, ils sont pas en train de faire ça. Okay. Et je comprends, parce que eux, ils font de l'observabilité. Et c'est comme Datadog, ça devient un système de logs. Ils gardent tes logs, mais ils les gardent pendant une semaine, et ça te coûte super cher. Eux, ils vont garder un maximum de métadonnées, mais garder toutes tes tables, c'est impossible. Peut-être qu'ils vont se diriger vers tes tables de fin de lineage, donc a priori tout ce que tu as calculé et pas les données sources. Celles-ci, on pourrait se mettre à les historiser. Mais à mon avis, c'est farfetch. Et là, il y a d'autres boîtes qui se spécialisent, d'autres boîtes, d'autres technologies qui commencent à regarder ce problème de données, de historisation de la donnée, de snapshot de la donnée, pour pas que le data eng, en fait, il ait à se dire, ok, celle-ci, je veux l'historiser, celle-ci, non. Et là, c'est des technos type Delta Lake ou Iceberg, où en gros, t'insères dans ta data stack un moyen d'historiser sans devoir créer des snapshots ou de devoir créer des tables à chaque jour, quoi. Mais c'est à peu près là où on en est. Et les outils pour le data eng, pour venir mettre des alertes sur sa métrique qui bouge, à part les coder eux-mêmes, il n'y a pas grand-chose sur le marché. Si ce n'est Datadrift, le projet sur lequel je travaille avec Lucas, qui est en gros un ensemble de librairies et d'outils pour historiser certaines tables et venir calculer, et venir configurer par-dessus des règles qui disent si jamais cette ligne a bougé de plus de tel % ou d'une valeur absolue, alors tu me triggers une alerte, etc. Mais du coup, cette gestion d'alerte, elle est basée sur quand tu nous dis ma ligne, elle a bougé de temps, c'est une ligne qui est issue d'un calcul de toute ta base. C'est-à-dire que t'es pas... le but, c'est pas, par exemple, de surveiller ma table de user et de m'assurer que l'âge de mon user, il n'a pas changé de plus d'un an chaque année. Enfin, j'imagine. On est sur plutôt la ligne qui va compiler mon nombre de users qui doit changer de manière constante chaque quarter, quoi, grosso modo. Ouais, alors en vrai, il y a les deux. Mais d'abord, tu veux plutôt savoir combien de nouveaux users par mois. Et ça, le nombre de nouveaux users de janvier, il ne change pas. Donc, cette table-là, tu l'historises.
Mais en fait, si tu veux pouvoir drill down et comprendre un bug, en fait, il faut que tu te mettes à historiser les tables qui viennent avant. Dans nos use cases, les data, ils vont historiser, par exemple, la table qui prend toutes les locations de scooters, parce que, en fait, c'est sur cette ligne-là que tu peux avoir des remboursements ou des problèmes de type le contrat, il y a eu un accident, etc. Et du coup, l'assurance a remboursé. Et en fait, c'est des lignes du passé qui changent. Et du coup, eux, ils historisent tout ça. Alors, c'est une table déjà agrégée, mais du coup, ils prennent l'âge et ils disent l'âge, il ne faut pas qu'il bouge, et s'il bouge, je veux le voir. Okay. Alors, ils ne posent pas d'alerting dessus, mais en tout cas, ils gardent l'historique. Et l'autre use case qu'on voit beaucoup, c'est ton CRM, ton Salesforce. Tu veux savoir pourquoi un client, il est passé... quand est-ce qu'un client est arrivé et c'était quoi son premier rendez-vous avec la boîte. Et en fait, si ce premier rendez-vous, il change, tu as envie de comprendre c'est quoi la vraie histoire avec ce client-là. Et du coup, pareil, tu historises tout ce qui se passe dans Salesforce. Parce que dès qu'il y a un gros changement dans tes KPI de rendez-vous pris, tu peux aller regarder derrière d'où ça vient, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a... du coup, c'est juste une possibilité de timestamper des modifications et du coup d'historiser des modifications où il y a d'autres moyens de prévenir aussi parce que le terme data drift est assez clair, c'est-à-dire qu'il y a ce côté de la data en fait qui petit à petit bouge d'un côté et il faut pouvoir la à quel moment ça dérape pas trop. Est-ce que ça passe uniquement par l'historisation? C'est quoi un peu la mécanique derrière tout ça? Alors, il y a un concept qui s'appelle les Slowly Changing Dimensions en data, qui en gros veut dire tu as des données qui vont changer de temps en temps, mais rarement. Tu vois, la position de mon téléphone, c'est une donnée qui change tout le temps, c'est pas du tout. C'est pas tu vas pas historiser ça sert à rien. Mais mon adresse, c'est une Slowly Changing Dimension. Je vais pas beaucoup déménager. Mais quand je vais déménager, je vais arriver dans les Airbnb, je vais être un client de Nantes et je vais plus être un client de Paris. Et du coup, il va se passer un truc quand je vais déménager, quoi, dans leur warehouse. Et qu'est-ce que tu fais avec les Slowly Changing Dimensions? Il y a plusieurs manières de les adresser. La manière naïve, c'est juste d'écraser. Donc ça, c'est ce que tu fais par défaut dans ton data warehouse. Et la deuxième... si tu vas sur Wikipédia, il y a type 3, type 4, type 5. Il y a plusieurs types de façons de faire d'historisation, de la gestion des Slowly Changing Dimensions. Et du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est très lié à DBT. On n'est plus agnostique. DBT, tu peux nous rappeler, parce que c'est pas la première fois que tu utilises le... DBT, Database Transform. Ok. Attends, je vérifie ce que je dis. DBT... Non, mais on te... Je crois. Parce que du coup, c'est pas une techno, c'est une façon de faire. C'est quoi le... Tu peux nous expliquer ce que c'est que le DBT en gros? Ouais, carrément. Alors, DBT, c'est un framework dans lequel tu vas enregistrer tes modèles et tes requêtes SQL. Ok. Et la librairie, après, la CLI DBT, elle va s'occuper de faire tous tes calculs et de le faire sur ton warehouse. Et en fait, DBT propose à quelques features, typiquement le snapshot, où tu dis je prends ce modèle et je veux le snapshotter, et je vais définir une règle de changement. Si telle colonne, le updated date a changé, alors je fais une nouvelle version, ou si n'importe quelle de cette colonne a changé, je fais une nouvelle version. Et du coup, voilà, il propose des patterns qui permettent de, toujours en gardant du SQL ultra basique, donc c'est très agnostique à toutes les bases de données, à tous les systèmes de warehouse, de faire une table de snapshot. Typiquement, eux, ils ne s'intègrent pas avec Delta Lake ou Iceberg, eux, ils prennent du SQL. Et le snapshot, c'est quoi? C'est une table bitemporelle où tu vas voir la période de validité d'une ligne. Tu vas voir sa version. Donc, tu vas voir que sa V1, le user, il est arrivé le 1er janvier. Et il a déménagé le 1er février. Du coup, tu vas voir la V0 qui était valide de 1er janvier à 1er février. Et la V1 avec cette nouvelle adresse qui est valide à partir du 1er février. Mais du coup, ces triggers qui sont sur une colonne, ça veut dire que je dis en gros que dès que j'ai... si on reprend l'exemple du user qui déménage,
je mets un warning je mets un trigger sur ma table, sur ma colonne adresse. Ça veut dire que dès que quelqu'un change son adresse dans la colonne, ça me recrée un snapshot, ou c'est dès qu'il y a un changement sur la structure de la colonne adresse que ça me recrée un snapshot? Alors, le snapshot, lui, pour le coup, du coup, c'est une des rares tables qui va pas être tronquée et delete. Tu les gardes toujours. Okay. Et du coup, eux, ils ont codé un petit truc de SQL qui compare les deux lignes, et si elle est nouvelle, ils le rajoutent. Mais du coup, c'est la data qui change. Pour creuser un peu le snapshot, si jamais tu changes de schéma sur une donnée que tu as snapshotée, là, pour le coup, c'est la fête. Enfin, si tu rajoutes une colonne, cette colonne, elle va arriver pour toutes les anciennes versions, mais elle va être vide. Et si tu supprimes une colonne, je crois que c'est pas supporté. Okay. Donc c'est pour des données où le schéma va pas bouger, quoi. Mais tu vois, c'est pour te dire le niveau d'avancée où on en est. Enfin, ce que tu es capable de faire avec du SQL simple, c'est ça, quoi. C'est ça le grand max. C'est des tables, et si jamais tu changes un peu trop ta donnée que tu snapshot, tu vas pas pouvoir t'y retrouver, quoi. Ça sera inexploitable. Alors du coup, tu étais en train de nous parler, avant que je te coupe sur DBT, tu étais en train de nous parler des slow changing data. Dimensions. Et du coup, les différents moyens de les adresser. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'adresser ce type de dimensions? Et du coup, la manière la plus moderne avec du SQL simple, c'est de faire cette table bitemporelle, de dire elle est valide de telle date à telle date. Et du coup, là, t'as tout. Et après, c'est d'aller sur des systèmes qui ressemblent un peu à Git, en fait, qui prennent une table et t'es capable de revenir dans le temps dans cette table-là. Du coup, c'est pas une simple table SQL, c'est une autre. T'as une deuxième dimension d'une autre manière, mais tu peux plus la query juste en disant avec du SQL, t'es obligé de paramétrer à quel point dans le temps tu veux query ta table, quoi. Et du coup, chez Datadrift, c'est ce que vous adressez, ce sujet du coup des dimensions qui vont changer de manière faible, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, il y a un an, naïvement, on voulait pas dépendre de DBT et des snapshots, et du coup, on voulait proposer une nouvelle techno pour pouvoir historiser cette donnée. Donc, ce qu'on faisait naïvement à l'époque, c'était dès que tu as ta table que tu veux snapshotter, nous, on la projetait sur un CSV, et en fait, on historisait ce CSV avec Git, et on poussait tout ça dans GitHub. J'ai appris assez vite que les tailles de fichiers... Tu sais ce que c'est la taille de fichier maximale, la taille de fichier maximum dans GitHub? J'avoue, non, je sais pas. Et c'est 500 MO. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est pas mal. Ça sert à rien d'avoir un fichier de plus de 500 MO quand tu fais du software engineering, même si t'as une super belle image, va pas faire cette taille-là. Donc ils sont ultra généreux quand même de faire ça. Et du coup, bon, tu sais tout de suite que ça va pas très bien marcher cette histoire de CSV qui grossit et que tu historises, quoi. Donc on est allé assez loin, on a commencé à le parser par dimension, par date, avoir un fichier CSV par mois, par ville, enfin bref, on a commencé à faire des trucs un peu poussés pour pouvoir continuer à utiliser GitHub. Et utiliser GitHub, et du coup ne pas avoir d'infra, parce qu'on n'a pas eu à développer d'infrastructure de base de données, mais ça atteint ses limites. Et du coup la nouvelle stratégie, c'est plutôt de se baser sur snapshot, parce qu'en fait les data engineers connaissent les snapshots, très peu les utilisent, parce que tu vois, si t'es data engineer et que tu dis ok, j'ai envie de pouvoir débugger facilement ces problèmes-là, je vais snapshotter mes données d'entrée. Mais en fait, souvent snapshot il est mal fait parce qu'ils n'ont pas les bonnes updated dates, donc il n'est pas capable de détecter qu'il y a une nouvelle ligne. Ils font pas trop confiance parce qu'ils savent pas vraiment si le truc a été écrasé ou pas. Enfin, il y a beaucoup de mysticisme autour du snapshot, parce qu'en fait, vu que c'est open source, mais ça reste la boîte noire de DBT qui va décider comment tu fais tes mises à jour. Et puis après, il y a aussi le problème que cette notion de snapshot, c'est comme la gestion des sauvegardes. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas de problème, tu fais pas de sauvegarde. Et puis le jour où tu commences à avoir un problème, tu fais ah bah merde, il faut une sauvegarde. Il faut une sauvegarde, donc tu commences à mettre en place des trucs qui sont adaptés que aux problèmes que tu viens de rencontrer et pas aux problèmes que tu rencontreras dans le futur, où du coup tu changes ton truc. Donc en fait, ta stratégie de sauvegarde, comme ta stratégie du coup, j'imagine, de snapshot, n'est jamais adapté au problème d'après, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, toute la stratégie d'intégrité des tests que tu as dans la data, tu vois, tu veux vérifier que tes colonnes sont non nulles. Tu as plein de tests qui existent, des tests qu'on va appeler plutôt unitaires. Mais en fait, j'ai forcément une adresse par user, etc., ce genre de choses.
en fait, c'est que des tests. Ils n'ont pas la notion de test end-to-end. Du coup, c'est que des tests de bugs que tu as déjà rencontrés. Tu peux pas anticiper d'autres problèmes. Alors que dans le software engineering, tu fais un test end-to-end, tu es un peu plus sûr qu'il va catcher d'autres choses parce qu'en fait, il fait aucune hypothèse sur ce que tu as à l'intérieur de ton code, quoi. Et voilà, et c'est pareil avec ce que j'appelle le metric testing, c'est de tester ta métrique sans savoir comment les calculer. Et du coup, voilà. Et les snapshots, à chaque fois qu'on rencontre des data engineers, soit ils en ont pas, soit ils en ont sur certaines tables historiques où ils se disent « Ouais, là, ça va me servir », mais en fait, à chaque fois, ça leur sert pas. Et leur dire « On va le faire sur des données, des métriques qui sont calculées plutôt en fin de parcours », à chaque fois, ils sont « Ouais, je vois pas trop d'intérêt ». Bref, c'est beaucoup d'éducation pour l'utiliser comme nous, on veut l'utiliser. Il y a effectivement, dans ce que tu viens un petit peu d'évoquer, une théorie ou une intuition que j'ai effectivement, alors qui tend à se calmer depuis l'arrivée des RGPD, c'est que les entreprises, de ma perception, ont quand même beaucoup de données, beaucoup d'informations, qu'on garde en se disant ça nous servira pour faire un analytics demain si on veut pouvoir faire ça. On sait jamais. Mais on ne s'en sert jamais, et du coup, c'est vrai qu'on a un volume d'informations qui est colossal, qui n'est jamais utilisé. Est-ce que du coup, l'approche, c'est d'avoir enfin le moyen d'utiliser ces données-là pour créer un analytics, ou toi, tu es quand même partisan en fait, arrêter de stocker tout et n'importe quoi, et concentre-nous sur ce qui a de l'intérêt? Pareil, moi j'étais très... par exemple, là, chez Libéo, on recevait beaucoup de webbooks du système financier, et du coup on stockait tout. Moi, je disais, non, on arrête, ça prend de la place, ça prend du calcul, c'est du code qui peut bugger, on enlève. Et la stratégie c'était on verra bien si ça nous sert un jour, mais au cas où on préfère tout prendre. Et du coup j'étais non, ça sert à rien. Et en fait dans la data, mettons que tu prennes toutes tes données de Salesforce et que tu as envie de faire une analyse en particulier sur telle verticale de tel domaine, etc. Souvent, tu vas avoir besoin de cette espèce de petit booléen qui est nesté dans des tonnes et des tonnes de JSON, enfin des tonnes de propriétés. Et si tu l'as pas, tu peux pas faire ton analyse. Et je pense que ça fait des cicatrices et que du coup, tu te dis tout le temps, je veux tout avoir. Parce que je veux pas être obligé soit de remplir des données à la main, soit de pas avoir de réponse parce que... alors que techniquement, tu peux pas aller dire à quelqu'un, on n'a pas la réponse. C'est là, la donnée est quelque part ici. Et toi dire, ouais, mais non, on l'a pas prise. Donc, j'ai pas de meilleure stratégie que juste tout prendre. Okay. Et après, ce que tu vas faire, c'est plutôt copier de chez le provider à chez toi. Et après, là, tu vas être ultra économe sur je vais copier que les valeurs, je vais faire une nouvelle table propre avec seulement ce dont j'ai besoin. Et là, il y a beaucoup d'efforts pour arrêter de tout prendre et prendre que des trucs clean. Mais ça, c'est notamment arrivé grâce à DBT, parce qu'après, les modèles devenaient énormes. Et ça devenait incompréhensible pour les ingénieurs qui bossaient avec. Et du coup, là, il y a eu une vague de « Ok, il faut simplifier les choses, il faut arrêter de tout prendre. » Est-ce que du coup, sur la techno que vous êtes en train de mettre en place, il s'agit uniquement du coup de vérifier des changements du coup sur certains éléments identifiés en disant bah voilà, par exemple l'adresse, elle ne doit pas changer tous les jours. En revanche, le solde disponible, il peut changer de X% chaque jour. Ou est-ce que c'est vraiment de pouvoir déceler sur tous les champs qui existent des variations qui sortent de la norme, parce que tu vois, par exemple, si effectivement j'ai cette logique de me dire je prends toutes les données qui sont disponibles et puis on verra bien à quoi ça sert, peut-être que justement voir des éléments qui sortent de données que tu peut-être maîtrises même pas à quel point t'en as, ce serait aussi un indicateur peut-être à maîtriser, non? Tu pourrais, à partir du moment où tu as historisé des choses, tu pourrais commencer à calculer des métadonnées sur un peu tout. Et dire, ok, ça c'est des choses qui bougent beaucoup, qui bougent pas beaucoup, etc. Mais non, en vrai, l'utilité primaire de tout ça, c'est d'avoir ton KPI à date et ton bridge de pourquoi il a bougé à maintenant aujourd'hui. Et tes alertes, tu les mets pas sur tes données sources. Tu t'en sers vraiment seulement pour aller regarder le jour où ça plante, quoi. Ok. Très bien. Je vois que ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette discussion autour de la data. J'aurais 2 dernières questions pour toi, Rituel, sur autour du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs? Ouais.
Moi, il y a un bouquin qui... la dernière fois que j'avais autant été absorbé dans un bouquin et que je pouvais plus m'en sortir, c'était Harry Potter. Ouais. Et du coup, j'ai eu ce sentiment d'être complètement accro, et c'était Le Problème à 3 corps de Liu Cixin. Et j'en parle parce qu'il y a la série qui est sortie. Si vous êtes suffisamment patient et que vous pouvez lire les bouquins avant de regarder la série, voilà, je vous recommande cette trilogie qui est ouf. Et tu recommandes la série aussi, ou t'as pas encore vu, t'as pas... Et alors il y a la série, si vous avez la flemme de lire le bouquin, je pense qu'il faudra la regarder à un moment, donc allez-y. Et il y a aussi une série de Tencent TV qui est sortie et qui est gratuite sur YouTube. Et en gros, Netflix, ils ont fait 8 épisodes où tout va très vite. Ils mixent des personnages du tome 3 directement dès le début. Enfin, en vrai, ils ont réécrit pas mal de choses. Faut que ça fasse télé, quoi. Alors que la série Tencent, la saison 1, elle fait 30 épisodes. Et c'est vraiment comme dans le bouquin, quoi. Donc c'est assez lent, il y a des moments où c'est vraiment très lent. Mais c'est très très fidèle au bouquin. Et du coup, pourquoi je recommande, c'est parce que Liu Cixin, c'est un software engineer par ailleurs, qui a 60 ans maintenant, mais qui est passionné d'astrophysique, de physique, de sciences, aussi beaucoup passionné d'armée. Dans tous ses bouquins, ça parle de militaire. Mais les bouquins, en fait, la série Netflix fait pas honneur à toute la partie scientifique de ces bouquins. Et la série Tencent TV le fait mieux. Ok. Et les bouquins le font. Et c'est pas réservé seulement aux scientifiques, par ailleurs. Ma copine l'a lu, c'est pas une scientifique, elle a adoré. Très bien. On mettra bien évidemment les liens en description si besoin. Et la dernière question, qui est la question la plus importante de ce podcast, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Comme sur le podcast Tezos, je pense que je fais pas trop gaffe. Quand je sauvegarde, j'espère que tout sera au bon endroit. Mais par réflexe, je pense que c'est table, ouais. Ok. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Samy, pour cet épisode. Merci. Et merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Voilà, j'espère qu'on vous a donné envie de vous intéresser à vos données, parce que c'est un sujet effectivement qui est important. Et peut-être qu'il y a des bonnes pratiques aussi à enseigner à nos camarades côté data engineering. Donc voilà, n'hésitez pas à aller échanger sur tous ces sujets-là. Je vous remercie beaucoup aussi de partager ce podcast autour de vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. C'est un moyen de repartir dans les algorithmes, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.